Bienvenue avec nous aujourd'hui. On est très content que vous vous êtes inscrits et que vous participez au webinaire sur les autres mesures de conservation efficaces. Mon nom est Judith Rondeau-Chalifou. Je travaille pour le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Aujourd'hui, je vais être en charge de l'animation, de la technique. Donc, si vous avez des questions, écrivez dans le chat. Je vais prendre le temps d'y répondre. Je vais donner les droits de parole. Si vous avez des questions, levez la main. Et puis, c'est Yves Briand du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie qui va présenter aujourd'hui. Fait que bonjour Yves, ça va bien? Bonjour tout le monde. Hey, on a beaucoup de gens, c'est apprécié. Oui. Ben oui, je vais vous faire cette présentation-là. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que nous ne sommes pas des spécialistes des autres mesures de conservation efficaces. Donc, vous nous excuserez si on n'a pas réponse à toutes vos questions qui pourraient survenir. Par contre, on s'engage à aller chercher les informations nécessaires si on n'est pas en mesure de répondre. Et puis, cela dit, on va se lancer tout de suite avec la présentation PowerPoint qui va se dérouler ainsi. Donc, d'abord, on va vous faire une petite introduction là, pour vous rappeler qui nous sommes, les deux conseils de l'eau de la Gaspésie, vous mettre un peu en contexte pour quelles raisons on s'implique dans cette démarche-là. Ensuite de ça, il y aura une présentation sur les AMCA comme telles, qui est une gracieuseté de Nature Québec, donc qui nous l'a gentiment prêté. D'ailleurs, je vois dans la salle qu'il y a Simon Lallier, qui est le présentateur qui était derrière cette présentation-là à l'origine. Fait que peut-être que s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, peut-être que Simon pourrait y répondre. Cette présentation-là va revenir rapidement sur les contextes nationaux et internationaux qui sont associés aux AMCE. Ensuite, on ira dans la définition de ce que c'est, les critères pour en identifier un, les distinctions, somme toute, qu'il y C'est a quoi, avec lui, ce il qu'on sort appelle même pas les de aires sortir dans les protégées. écouteurs, il sort de je sais pas où. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est à micro ouvert? Je vais m'en occuper Yves. Là. Je Parfait. vais fermer les micros, on Désolé. s'excuse pour pas Ben, que je n'étais ça pas soit certain si c'était une cacophonique. question ou pas, là. On va parler des lignes directrices pour la création d'une AMCE, du processus de reconnaissance qui doit être suivi si vous voulez déposer un projet d'AMCE. Et puis, il y aura ensuite la période de questions. Et comme je vous l'ai dit, ben, si on n'est pas en mesure de vous répondre, on cherchera les réponses, puis on vous les fera parvenir par la suite. Les petites flèches ne fonctionnent pas sur moi. Je vais y aller avec ma souris. OK, donc première des choses, les deux conseils de l'eau qui vous reçoivent aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle des organismes de bassin versant, des OBV pour faire court. Il y en a une quarantaine au Québec. Vous voyez ici la carte des différentes zones de gestion qui sont attribuées à chacun des OBV du Québec. Ce sont des organismes qui se penchent sur la concertation, la mobilisation, la sensibilisation autour des questions de l'eau. Et puis notre mandat est légal, il s'inscrit dans la loi sur l'eau. Et notre mandat est celui de coordonner la gestion intégrée et concertée des ressources en eau par bassin versant sur notre zone de gestion respective. Donc, vous voyez avec mon pointeur ici les zones Gaspésie Nord, Gaspésie Sud, qui sont celles qui correspondent aux deux organismes qui nous ont invités à ce webinaire-là. Ensuite, chacun des OBV a reçu le mandat d'élaborer en concertation ce qu'on appelle un plan directeur de l'eau. C'est une planification stratégique qui porte sur les enjeux de l'eau associés à chacune des zones de gestion intégrée de l'eau. Et encore une fois, c'est inscrit dans la loi sur l'eau. Donc, la loi dit que chaque unité hydrographique doit faire l'objet d'une planification pour assurer la conservation de la ressource en eau et des milieux qui lui sont associés. Donc, on s'inscrit dans une volonté de conservation, évidemment. Donc, vous comprendrez maintenant assez vite le lien qu'il y a à faire avec les AMCE. Les OBV qui sont présents en Gaspésie administrative, il y a évidemment les deux conseils de l'eau, mais il y a aussi, puis je tiens à le souligner, l'OBV Matapédia-Resticouche, dont la portion principale se trouve au Bas-Saint-Laurent, mais qui chevauche également la MRC d'Avignon qui se situe en Gaspésie. Euh, les plans directeurs de l'eau, il y a différentes problématiques de l'eau prioritaires qui ont été soulevées pour chacune des zones de gestion. Pour ce qui est de la Gaspésie, pour faire ça très, très court, on parle de dégradation, destruction de milieux humides et hydriques. On parle de perte d'habitat faunique, essentiellement aquatique, d'érosion fluviale, d'inondation, de conflits d'usage, d'approvisionnement en eau et de surconsommation de l'eau. C'est pas mal les problématiques sur lesquelles on travaille sur nos territoires.
Maintenant, si je poursuis un petit peu cette mise en contexte-là, vous aurez vite compris que les problématiques de l'eau, euh, dont je viens faire la mention, sont étroitement liées à la conservation du territoire dans plusieurs cas. Donc, ça rend tout à fait pertinent pour nous, les OBV, de s'impliquer dans les démarches sur les aires protégées et également sur les AMCE. Vous verrez plus tard et vous comprendrez la relation qu'il y a entre ces deux démarches-là. Et je vais y revenir un peu aussi tout à l'heure, mais vous êtes sans doute déjà au courant qu'il y a une intention gouvernementale qui a été annoncée afin de protéger 30% du territoire québécois d'ici à 2030. Et comme on le sait que il y a des enjeux associés à certains milieux naturels associés à l'eau, ben on voit déjà que ces protections-là, l'atteinte du 30% peut venir contribuer à atteindre certains objectifs associés à nos PDE. Donc, c'est la raison première pour laquelle, en quelque sorte, notre regroupement des OBV, donc, et tous les OBV par le fait même, se sont fait confier par Nature Québec la responsabilité de mieux faire connaître les AMCE aux acteurs de l'eau du Québec. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est là avec vous aujourd'hui. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, ce que sont les AMCE, comment les créer, comment les identifier, quelle est la procédure pour passer à la reconnaissance d'une AMCE. Et à partir de là, je rentre dans la présentation de Nature Québec, qui nous a été gracieusement prêtée par Simon. Donc, d'entrée de jeu, cette présentation-là a été faite le 6 novembre dernier. C'est encore d'actualité. Je pense pas que les choses aient tellement changé depuis. Simon Lallier est un chargé de projet biodiversité auprès de Nature Québec. C'est lui qui avait fait cette présentation-là. Et ceci était rendu possible par le ministère de l'Environnement du Québec et aussi Environnement et Changement climatique Canada. Deux mots sur Nature Québec, puisque c'est un acteur important dans la démarche des MCE. Il faut se rappeler que c'est un organisme national à but non lucratif qui œuvre dans la conservation des milieux naturels et l'utilisation durable des ressources depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est un organisme qui s'appuie sur la science, qui a une équipe qui mène différents projets et qui se penche sur différents axes comme la biodiversité, la forêt, l'énergie, le climat et aussi l'environnement urbain. Et c'est cet organisme-là qui a reçu le mandat de faire un bon bout de chemin sur les AMCE de la part du ministère de l'Environnement. Maintenant, je vous situe dans un contexte international. Vous savez que récemment, il y a eu ce qu'on appelle la COP 30 au Brésil. COP, c'est Conference of Parties, c'est la conférence des parties. Il y a une COP sur le climat, mais il y a aussi une COP sur la biodiversité. Donc, il y a eu une COP sur la biodiversité, la COP 15, qui s'est tenue à Montréal en 2022. Et dans le cadre de cette COP-là, pour assurer pour freiner l'érosion de la biodiversité à l'échelle planétaire, il y a différentes cibles qui ont été fixées. Et l'une de ces cibles-là, la cible 3, vise à conserver 30% des terres, des eaux intérieures et des mers et pas de n'importe quelle manière et pas n'importe quel territoire, mais des territoires, des zones qui ont une importance particulière pour la biodiversité, leurs fonctions et services écosystémiques. Euh, et ces territoires-là qui sont versés à la conservation doivent être conservés et gérés de façon efficace, doivent assurer un réseau qui est bien connecté, qui est écologiquement représentatif, qui est gouverné de manière équitable. Donc, on ne choisit pas n'importe quelle portion de territoire pour contribuer à ce 30%-là. Il y a plusieurs critères pour bien s'assurer de remplir cette cible-là. Vous aurez compris que le gouvernement du Québec s'est engagé envers cette cible internationale-là. Donc, il y a 30%, on cherche à protéger 30%, entre autres, du milieu continental du Québec. Et vous savez sans doute qu'il y a une démarche sur les aires protégées qui est en cours. Il y a eu des appels de proposition, il y a un processus de concertation qui est en cours afin d'identifier des nouvelles aires protégées qui viendront contribuer à ce 30%-là. Mais il y a également d'autres moyens d'y contribuer et ce sont particulièrement les AMCE. Un petit rappel, au niveau du Québec, on est à peu près à 17% de conservation en milieu continental. Donc, on vise 30%. On est encore à peu près à mi-chemin, là. Il y a encore un bon effort à faire. En milieu marin, même, on est à un peu plus de 10%. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
D'où la pertinence là, d'essayer de multiplier les moyens de conservation pour essayer d'atteindre ces cibles-là. Les AMCE, pour leur part, sont très, très récentes au Québec. Donc, dans ces pourcentages-là, c'est essentiellement des aires protégées. Maintenant, qu'est-ce que c'est en termes de définition une AMCE? Ben, ça, c'est la définition qui lui est donnée de manière internationale. On parle d'une zone qui est géographiquement délimitée, qui n'est pas une aire protégée, qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats qui sont positifs et durables à long terme pour la conservation de la biodiversité, incluant ses fonctions services écosystémiques qui lui sont connexes et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, socio-économiques et d'autres valeurs pertinentes localement qui pourraient être associées à ces portions de territoire-là. C'est sûr que c'est une définition qui est très dense, qui implique plein de choses, donc on va essayer de décortiquer ça un tout petit peu. Il y a différents critères qui ont été, 4 critères qui ont été identifiés pour déjà reconnaître ce qu'est une AMCE. Donc, la première chose qui est toute simple, c'est que l'aire qui est ciblée pour devenir une AMCE ne doit pas être déjà une aire protégée à l'heure actuelle. On ne peut pas avoir à la fois une aire protégée et une AMCE sur la même portion de territoire, c'est l'un ou l'autre. Ensuite de ça, excusez, je dois faire avancer mon diapositive. Euh, Quand on parle d'une aire qui doit faire l'objet d'une gouvernance et d'une gestion, ça implique que cette aire-là doit être géographiquement délimitée. On doit savoir sur quelle portion de territoire de façon spécifique s'applique cette gouvernance-là. Et puis, quand on parle d'être réglementé et géré, c'est pas nécessairement réglementé dans un cadre de lois et règlements provinciaux, mais ça peut être aussi réglementé dans le cadre des mécanismes que se donne un organisme gestionnaire du territoire qui vient donc donner des balises à la façon dont tu utilises ce territoire-là. Évidemment, ces balises-là doivent s'assurer que la portion de territoire qui est en AMCE vient contribuer de façon durable et efficace à la conservation de la biodiversité. Donc, une des manières de s'assurer de ça, ben, c'est on doit pouvoir observer des résultats positifs pour la biodiversité. On doit s'assurer que ces résultats-là vont être durables à long terme. Et donc, au final, on vient contribuer à la conservation de la biodiversité biologique et non pas d'une seule espèce, mais de façon globale pour la portion du territoire qui est concernée. Ensuite, l'autre critère, ben, c'est que dans l'idéal, cette portion de territoire-là vient préserver les fonctions et les services écosystémiques qui sont connexes. Donc, on a une biodiversité, mais on a aussi des processus qui sont associés aux écosystèmes. Ces processus-là doivent être maintenus à l'intérieur de la MCE et on doit s'assurer qu'en cherchant à maintenir ces processus-là, on ne vient pas nuire à la biodiversité et vice-versa. Donc, c'est un critère qui vient s'ajouter. Maintenant, comment est-ce qu'on peut distinguer une aire protégée d'une AMCE? Je dirais que le premier critère, c'est que l'aire protégée a pour objectif la conservation. Le mandat premier de l'aire protégée va viser la conservation sur une portion de territoire et à cet objectif principal-là va s'assujettir tout un paquet d'interdits ou de permissions qui viennent encadrer les activités qui peuvent se dérouler là, en ayant toujours dans la perspective qu'on doit pouvoir atteindre notre objectif premier, qui est la conservation sur ce territoire-là. Et de surcroît, les aires protégées vont avoir un statut qui est permanent et qui s'inscrit dans un cadre légal par la loi sur la conservation du patrimoine naturel au Québec. Et il y aura des types, des catégories d'aires protégées bien, bien claires, des réserves de biodiversité, des réserves écologiques. Donc, c'est comment je peux dire, c'est des moules qui sont bien structurés, bien encadrés, clairs, et pour lesquels on n'a pas tant de flexibilité et pour lesquels l'objectif principal est toujours la conservation. Ça, ce sont les aires protégées. Les AMCE, on pourrait peut-être renverser un petit peu la logique puis se dire que c'est une portion de territoire où l'objectif principal n'est pas nécessairement la conservation. Ça peut être un objectif principal qui est associé à du récréatif, à une portion de territoire qui est dédiée à une population au sein d'une municipalité, etc. Mais sur cette portion de territoire-là, il y aura des mécanismes de gestion, il y aura des mesures mises en place qui permettent de maintenir la biodiversité et donc qui va pouvoir venir contribuer à la conservation
des écosystèmes et de leur biodiversité. C'est plus flexible dans le sens où du moment où on a les éléments de gestion qui sont pertinents pour maintenir la biodiversité, on n'a pas besoin de fitter dans le cadre légal des aires protégées. Ceci dit, c'est pas non plus tout gagné, là. Il faut pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir reconnaître une AMCE. Donc, je vais vous les partager dans J'aurais peu deux de temps. questions, Yves, Oui, dans le déjà, oui. clavartage, ouais, en lien là, avec les critères, puis je vais quand même te le demander. Donc, la première question, c'est y a-t-il un critère de superficie minimale pour créer une AMCE? Pas à ma connaissance, non, j'ai pas À la vu mienne non d'informations à ce plus. sujet-là. Simon, si tu Ouais. as une réponse différente de la nôtre, je t'invite à prendre la parole quand tu veux. Non, en effet, il y a pas de superficie minimale. C'est sûr que plus la superficie du site est basse, tu sais, si on parle de genre moins de 6 hectares, il y a quand même des considérations à prendre, évidemment, pour la valeur de la biodiversité, mais Ouais. sinon, il n'y a pas de minimum. Ça va Donc être la là, ça, pertinence. Ça va peut-être venir affecter l'analyse de pertinence associée à la proposition d'AMCE. Si ça protège trop peu de biodiversité, mais peut-être que ça va être moins pertinent d'en créer une AMCE. La seconde question, Judith? oui, on avait comme question, est-ce que les milieux humides retenus par les MRC via les PRMHH seraient, j'imagine, là, des candidats, ouais, font partie des AMCE? Donc, j'imagine que Ben, ça serait font partie, pourrait à l'heure faire actuelle, partie. non. Non. Maintenant, éventuellement, ça pourrait être proposé, oui, mais je vais poursuivre la présentation, puis vous verrez quel est le cahier de charge, en quelque sorte, qui permettrait de faire reconnaître ces milieux humides-là à titre d'AMCE. Parce que ça nécessite quand même de répondre à un certain nombre de critères. Donc, Louis, là, n'hésite pas si à la fin de la présentation, on aura quand même là, une période de questions. Donc, si ça t'a pas assez éclairé, tu pourras nous revenir là-dessus. Et puis, dernière question, là, Yves, avant de poursuivre. Est-ce que les AMCE peuvent devenir des aires protégées? J'imagine que l'inverse n'est Non, pas c'est possible. l'un ou C'est l'autre. Ça ça. fait partie justement du Ouais. critère. Puis c'est comme deux avenues qui sont complémentaires justement pour venir chercher à atteindre notre objectif de 30% de conservation du territoire. Donc, je poursuis juste sur la notion des objectifs de conservation associés à ces portions de territoire-là. Donc, vous l'aurez compris, là, que quand la conservation est l'objectif premier, généralement, on va s'inscrire dans ce qu'on appelle les aires protégées. Euh, dans certains cas, il peut y avoir des AMCE dont c'est l'objectif premier, mais règle générale, les AMCE ont des portions de territoire qui ont d'autres objectifs centraux mais pour lesquels on a assujetti un certain nombre de balises qui font en sorte qu'on vient de façon secondaire protéger la biodiversité. Donc, ça peut être un objectif qui a pas un objectif, mais par exemple, un territoire qui a pour objectif principalement l'offre d'activités récréatives. Mais si sur cette portion de territoire-là, on se donne des moyens efficaces de déployer ces activités-là de manière à maintenir la conservation de la biodiversité sur le territoire où se déroulent les activités, mais à ce moment-là, on s'inscrirait déjà dans la logique de la MCA. Dans certains autres cas, il y a des portions de territoire où, sans même s'être donné de balises ou de moyens propres à la conservation de la biodiversité, on assume déjà que ces portions de territoire-là permettent de conserver la biodiversité. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler d'une conservation dérivée. Euh, les exemples qui sont associés à ça, ce sont des sites patrimoniaux, des sites historiques, archéologiques, voire des zones militaires, des portions de territoire qui sont gérées et déjà, de facto, la façon de les gérer font en sorte qu'il n'y a pas de risque pour la biodiversité qui se trouve. Donc, je poursuis. Il faut percevoir les AMCE aussi comme étant quelque chose qui peut apporter des bénéfices aux gestionnaires de ces territoires-là. Ben, en premier lieu, c'est certain, là, un des bénéfices, c'est d'apporter une contribution officielle à l'engagement de 30% au cible international également, associé à la conservation de nos territoires, puis de la biodiversité, première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça peut apporter une visibilité qui est accrue vis-à-vis du site, mais aussi vis-à-vis de l'entité qui gère le site. Donc, je reprends l'exemple, là, je sais pas, une municipalité qui décide que son parc municipal devient une AMCE et qui fait les efforts en conséquence,
ben, peut-être qu'il va générer une certaine attractivité touristique, des gens qui recherchent ce type d'endroit-là. Ça pourrait être un lieu récréatif qui va attirer davantage de gens qui veulent que ce soit un endroit où ils pratiquent leur activité, que ce soit un endroit qui est respectueux de la biodiversité. Donc, ça peut offrir ce genre d'avantage-là. C'est en soi une reconnaissance de l'importance de la zone qu'on va désigner en AMCE pour sa contribution à la conservation de la biodiversité. Donc, il y a une forme de reconnaissance qui s'associe à ça. Et il y a aussi peut-être des possibilités de support financier qui pourraient être accrues associées à une AMCE. Euh, j'ai pas d'exemple très précis, là, mais on pourrait, par exemple, se dire que il pourrait y avoir des programmes qui peuvent supporter l'organisme ou la portion de territoire dans ses activités, mais que ces programmes-là ont des critères associés au maintien d'un environnement naturel, etc. Donc là, ça peut permettre d'avoir un avantage, si on veut, dans une candidature, dans une demande de financement qui sera associée à ça. Peut-être qu'il y a aussi des municipalités qui vont vouloir offrir un soutien financier plus grand à des portions de territoire qui contribuent à la biodiversité, etc. Je poursuis. Oh, je recule. Je vais avancer, ça va mieux aller. Un petit exemple qui est tiré de la Colombie, puisque les AMCE sont encore toutes récentes au Québec. Euh, c'est une réserve naturelle qui a été créée en 2007 dans une communauté, et puis qui avait une volonté de restauration et de conservation d'écosystèmes, mais qui en 2021 a été reconnue comme une AMCE, et ça a eu comme répercussion, comme avantage, qu'il y a eu davantage d'implication, de prise en charge de la communauté locale envers les activités de restauration qui étaient associées à ce milieu-là. Donc, ça offre une certaine prise de conscience, si on veut, puis une mobilisation des acteurs locaux. Ça a fait aussi en sorte que les décideurs locaux ou municipaux pouvaient se tourner vers les gestionnaires de cette AMCE pour avoir des exemples de mécanismes de gestion qui sont efficaces pour la conservation, donc servir un petit peu ben, c'est ça, d'exemple. Euh, c'est aussi un lieu qui a pu offrir à différentes autorités environnementales la possibilité de faire de s'en servir pour faire poser des actions de protection ou de restauration de la conservation, donc par exemple dans la localisation d'une espèce vulnérable. Et puis, en termes de retombées, si on veut, économiques, ben, ça devient un endroit qui était propice pour, par exemple, euh, des projets de compensation qui pourraient venir du milieu privé ou qui pourraient venir du milieu gouvernemental. S'il y a eu une construction d'une route, puis qu'il y a eu des impacts environnementaux associés à ça, ben, des fois, il peut y avoir des compensations qui doivent être offertes, puis là, ça devient un endroit qui peut être récepteur de ces compensations-là, puis euh, puisqu'elle a une mission de restauration, de conservation qui est associée. Donc, c'est un exemple. Maintenant, les AMCA au Québec, comme je vous le disais, c'est tout récent. C'est en 2023 que le ministère de l'Environnement s'est penché sur la question, s'est informé, revu la littérature, recherche, a créé des ateliers de travail avec différents partenaires externes pour circonscrire l'idée de la MCE, comment la transposer au Québec. Il y a eu une rédaction de lignes directrices en 2024 qui a été soumise à des consultations interministérielles. Et puis en 2025, il y a eu la publication et la diffusion de ces lignes directrices-là. On va vous fournir un petit peu plus tard le lien vers le document des lignes directrices. Et à ce moment-là, ça a été le début de la reconnaissance des AMCE. Et puis là, on est dans cette mouvance-là où on peut s'engager partout au Québec là, à essayer de faire valoir des portions de territoire pour qu'ils deviennent des AMCE. Yves, avant que tu poursuives Oui. là, avec les lignes directrices, on avait une question dans le clavardage. Bon, est-ce que les activités industrielles sont compatibles avec les AMCE? Je vous dirais a priori non. Je vais y venir un petit peu plus loin justement sur la question de qu'est-ce qui est compatible et incompatible. Euh, mais c'est ça, juste pour revenir sur les lignes directrices, là, vous voyez ici une prise d'écran du document en question. Donc, Judith va mettre un lien web vers le document dans le chat si vous voulez pouvoir y accéder.
Ce document-là reprend la notion d'AMCE qui a été développée à l'international, notamment au sein de l'UICN, donc j'ai oublié ce que c'est. UICN, hein, Conservation de la nature. Hey, j'ai un blanc. Aide-moi, Judith. Oui, ça Union serait. Oui. internationale pour la Ouais, conservation de la nature. j'étais là, Union, il me semble qu'Union, ça fait pas, ça fait syndicat un peu, mais c'est ça. Bon, c'est bon, merci. Donc, ça s'inscrit dans une réflexion qui est internationale, puis c'est une adaptation de ça, puis de voir comment ça peut se déployer au Québec. Et dans ce document-là, vous allez retrouver les critères d'analyse, le processus de reconnaissance, etc., de façon détaillée. Pour la suite de la présentation, moi, je vais survoler ces éléments-là, mais ce sera important pour vous, si vous êtes intéressé à la notion d'AMCE, de vous plonger dans le guide comme tel. Donc, je poursuis avec justement ces lignes directrices-là pour les survoler. Une première chose qui est importante, c'est que chaque proposition d'AMCE doit faire valoir une valeur importante en matière de biodiversité qui est associée au territoire, minimalement une. Donc, si la portion de territoire qui pourrait être soumise à une proposition d'AMCE contient des espèces qui sont menacées, qui sont des habitats qui sont rares, ce sont des exemples de valeurs de biodiversité qui peuvent être pertinentes. Si cette portion de territoire-là représente une aire importante pour la connectivité écologique, par exemple entre deux aires protégées voisines, ça peut être pertinent. Si c'est une portion de territoire qui a un haut niveau de naturalité puis qu'on veut maintenir cette naturalité-là, c'est un autre exemple de valeur. Évidemment, plus la proposition coche de ce type d'exemple-là, ben, plus elle aura de poids, j'imagine, dans l'analyse par la suite. Il y a, ici, j'ai quelques exemples, là, mais il y a une documentation plus détaillée là, de ce type de valeurs-là qui sont possibles, puis de comment s'assurer qu'elles sont, qu'elles sont véridiques pour la portion de territoire qu'on veut soumettre en proposition. Et cette documentation-là est disponible au sein du site de Nature Québec. Maintenant, pour ce qui est de la conservation, deuxième ligne directrice, là, c'est de s'assurer qu'il y a une conservation à long terme associée à la MCE. Donc, en terre privée, on va parler d'un minimum de 25 ans, mais avec une intention de perpétuité. Donc, on doit se projeter sur toujours, mais on doit démontrer que ça peut minimalement tenir la route pour 25 ans. En terre publique, on va toujours se projeter dans la perpétuité. Donc, s'il y a une MCA qui est créée en terre publique, en principe, les mécanismes de gestion qui lui sont associés vont permettre de le maintenir à perpétuité. Ça nous permet déjà de vous faire prendre conscience que les AMCE, ce n'est pas exclusif aux terres privées ni aux terres publiques. Donc, il peut y avoir des propositions qui soient sur l'une ou l'autre de ces deux tenures-là. Pour atteindre cette conservation à long terme de la biodiversité et pour rejoindre la notion de moyens efficaces pour maintenir la biodiversité, ben, il faut parfois accumuler plusieurs mécanismes, plusieurs moyens de gestion pour s'assurer de ça. Donc, on va aborder aussi cette question-là un petit peu plus loin. Donc, les moyens de gestion, pour être efficaces, ça peut être des moyens réglementaires, des moyens légaux, tout ce qui peut permettre d'assurer un certain contrôle sur les activités associées au territoire en AMCE, qui vont faire en sorte qu'on va avoir des résultats positifs pour la conservation de la biodiversité. Donc déjà, si vous questionnez sur les moyens de gestion que vous avez en place sur des portions de territoire que vous voudriez soumettre comme à AMCE, ben, vous pouvez vous poser la question, est-ce que les moyens que j'ai mis en place, les moyens de gestion que j'ai mis en place permettent de mitiger, de limiter, d'éliminer les menaces à la biodiversité sur cette portion de territoire-là et permettre de contrôler les impacts que les activités qui s'y tiennent pourraient avoir sur la biodiversité. J'ai entendu quelqu'un, je pense? Non? OK. Et puis, une autre question qu'on peut se poser aussi pour essayer de savoir si nos moyens de gestion sont efficaces, c'est s'il y a un lien clair entre ces moyens de gestion-là et les résultats sur la biodiversité. Donc, si on met en place des mécanismes de gestion sur notre portion de territoire, qu'on veut que ça soit reconnu comme des mécanismes qui sont pertinents pour la biodiversité et donc passer à l'étape d'une AMCE, ben, il faut vraiment être capable d'essayer de voir une espèce de lien cause à effet entre ces moyens de gestion-là puis le maintien de la biodiversité.
Il y a plusieurs types de moyens de gestion là, qui peuvent s'inscrire dans le cadre légal, mais pas strictement. Donc, ça peut être via des plans d'aménagement, via des règlements municipaux, via des encadrements associés aux activités qui se tiennent sur le territoire. Ça peut être aussi des processus de suivi qui nous permettent de voir si on est efficace dans notre contribution à la conservation de la biodiversité. Donc, vous voyez que le panier là, de moyens de gestion, il est large, puis il peut passer par différents moyens. Et c'est d'autant pertinent que si on veut efficacement gérer toutes les menaces qui pourraient peser sur la biodiversité sur un territoire donné, il peut être pertinent d'avoir différents mécanismes qui se complètent. Donc, vous voyez ici dans un exemple avec des tranches de fromage on peut voir que certains mécanismes vont venir freiner des menaces, mais pas toutes. Donc, si on ajoute d'autres mécanismes qui sont, bon, dans un cas, ça peut être un mécanisme réglementaire, dans un autre cas, ça peut être un plan de gestion, dans un autre cas, ça peut être un encadrement d'activité. Et si on combine tous ces moyens de gestion-là, on peut se retrouver à avoir une résultante assez blindée vis-à-vis des menaces qui pourraient peser sur la biodiversité associée au territoire qui est visé. Maintenant, on posait la question tout à l'heure sur les activités qui peuvent être associables à une AMCE. Il faut toujours avoir en tête, est-ce que cette activité-là peut nuire à la biodiversité? Donc, c'est la première règle. Et puis, évidemment, il y a plusieurs activités qui sont susceptibles d'impacter la biodiversité. Très souvent, les activités industrielles, c'en est le cas. Donc, règle générale, va être considérée comme étant compatible avec une AMCE des activités de sylviculture, d'agriculture intensive, des barrages hydroélectriques, des oléoducs, exploration, exploitation minière, etc., drainage d'un milieu humide, tout ça. Ce sont des types d'activités qui, a priori, ne sont pas compatibles avec une MCE. À contrario, des activités qui sont plus moins impactantes sur le milieu, comme l'observation, l'interprétation de la nature, la chasse, la pêche récréative, évidemment, faut s'assurer de pas vider son lac, là, par exemple. Là, on n'aurait pas un moyen efficace de maintenir la biodiversité s'il y avait, par exemple, aucun quota puis qu'on pouvait sortir tous les poissons qu'on veut. Mais ce sont des types d'activités qui pourraient être compatibles avec une AMCE. Donc, aussi des activités éducatives, scientifiques, des activités de subsistance associées à des communautés autochtones, des infrastructures qui sont bien entretenues, bien gérées, bien surveillées, éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, bon, des activités récréatives, etc. Tout ça pourrait être compatible avec une AMCE. Évidemment, c'est toujours conditionnel à la mise en place des moyens de gestion efficaces pour le maintien de la biodiversité. Donc, si l'activité récréative se fait d'une manière qu'on ne fait pas attention au milieu récepteur, je pense qu'on ne fera pas la démonstration qu'on a un effet positif sur la biodiversité à long terme. Donc, en résumé, c'est quoi une AMCE? Les AMCE, ce sont des sites dont la gestion assure une conservation durable, quel que soit leur objectif initial. Je vous rappelle, c'est pas l'objectif principal, mais c'est un objectif qui peut se subordonner à un objectif principal. Et si on démontre qu'on l'atteint également, cet objectif secondaire-là, on s'inscrit dans la MCE. C'est des portions de territoire qui peuvent être en complément au réseau d'aires protégées, qui permettent de diversifier les approches considérées comme étant efficaces pour la conservation. Donc, il y a d'autres mécanismes que les aires protégées, c'est ce que ça sous-tend. Puis aussi associé au MCE, il y a une reconnaissance de la contribution des acteurs et actrices du territoire à la conservation en dehors des aires protégées. Donc, ça peut être une belle manière pour différentes organisations, municipalités, etc., de faire valoir que la gestion de leur territoire peut contribuer à la conservation de la biodiversité sans pour autant être une aire protégée. Simon, tu verras que j'ai peut-être ajouté une slide, mais issue de votre matériel. Il existe un schéma décisionnel qui permet de voir un petit peu plus clair dans le processus à MCE. Donc, ça peut être intéressant de passer par cette série de questions-là dans votre réflexion. Vous posez la question, est-ce que le site que j'ai en tête pour créer une AMCE, est-ce que c'est déjà une aire protégée? Oui, non.
Sinon, ben là, est-ce que c'est une portion de territoire qui est géographiquement délimitée? Oui, non. Donc, en passant au travers de ce genre de questions-là, déjà, ça permet de faire le tour des exigences un petit peu associées aux AMCA. Ben oui, absolument. Oui, je pense que je suis revenu en arrière. Oui, absolument. Et le micro vert, merci, Judith. Des exemples de zones d'intérêt pour la création d'un MCE, ben, parcs régionaux, parcs municipaux, qui seraient gérés de manière à maintenir la biodiversité, des forêts universitaires, communautaires, des sites d'importance sociale ou culturelle ou spirituelle, mais qui se situeraient dans un cadre naturel, puis le cadre naturel serait maintenu efficacement. Des zones d'intérêt autochtones, etc. Donc, il y a plusieurs types d'exemples qui peuvent s'appliquer à ça, tant en territoire public qu'en territoire privé. Le processus de reconnaissance maintenant pour partir d'une idée d'AMCE à une AMCE qui serait reconnue. Ben, le premier devoir qui serait associé à un acteur quelconque qui voudrait proposer une portion de territoire en AMCE, ça serait que cet acteur-là fasse une évaluation préliminaire. Donc déjà, le schéma que je vous ai montré, c'est une manière de le faire, d'aller se confronter notre idée aux différentes lignes directrices, ça fait partie de cette évaluation-là. Et puis, une fois que c'est fait, ben, de déposer une proposition d'AMCE via le formulaire de proposition qui est en ligne sur le site de Nature Québec et dont on pourra aussi partager le lien, je présume. Avant d'aller plus loin, je vais prendre la question d'Élodie. Juste pour, puis peut-être que c'est moi qui ai mal suivi, là, mais si je comprends bien, dans le fond, une MCE, c'est de faire reconnaître des processus, des mesures de protection qui sont déjà en place par divers règlements déjà sur le territoire, là, puis qui peuvent passer par Ben, l'urbanisme. ouais, puis Euh, le sens règlement, il est large, là, tu sais, ça peut être des mécanismes d'encadrement d'activités qui sont en place par un gestionnaire d'un territoire, etc. OK, donc ça vient bonifier le 30% qu'on vit. Tu sais, ça vient bonifier le nombre d'aires protégées là, ou de Ça territoires qu'il y s'ajoute a, aux aires mais ça, protégées pour atteindre. Ouais. ça s'ajoute pour le 30%, mais ça ne bénéficie pas d'un statut de protection venant du MES-CCFP. Je pense que les AMCA vont apparaître au registre, mais ils n'auront pas les statuts légaux que les aires protégées ont dans la loi. Je sais pas si OK. Simon, tu veux apporter des nuances là-dessus. Ouais, en fait, ben, c'est ça, les AMC, tout comme les aires protégées, ça va contribuer aux 30%, mais c'est vraiment complémentaire aux aires protégées. Les aires protégées, on a les 32 désignations. Comme l'a dit Yves, tu sais, chaque désignation, c'est un moule qui fit pour un contexte particulier, mais dans plusieurs cas, il y a des gens, des institutions, des municipalités, des entreprises, peu importe, qui font de la conservation sur leur terre sans que ça puisse être une aire protégée ou sans que ce le soit à l'heure actuelle. Fait que les AMSA, ça établit un cadre pour venir reconnaître les espaces qui ont une valeur de biodiversité, puis de reconnaître c'est quoi les mesures qui peuvent être mises en place. Puis ça, il y en a une panoplie, puis même l'UICN dit on n'a pas ils n'ont pas fait le recensement de toutes les modalités de mesures de conservation possibles qui pourraient rentrer dans des AMCA, mais c'est de reconnaître ces mesures-là comme étant efficaces pour assurer la conservation de la biodiversité, de venir reconnaître ça, de venir les mettre en valeur. Puis, comme le dit Yves, il y a plusieurs bénéfices qui peuvent en ressortir, là. L'exemple en Colombie, c'est un exemple, je pense, clé vraiment parce qu'ils ont tous reçu les bénéfices d'un coup. Euh, puis, tu sais, c'est la mise en valeur, c'est de passer le mot aux voisins, la municipalité, puis de mobiliser les gens autour d'un site davantage là, avec la reconnaissance. Du moins, c'est ça l'objectif. OK. Mais ça ne bénéficie pas d'un statut de protection supplémentaire. On ne peut pas faire une Non, demande de parce que dans statut le de fond, c'est le protection. gestionnaire du territoire qui assume lui-même les mesures, les moyens efficaces. OK. Ça prend un gestionnaire associé au territoire, puis c'est ce gestionnaire-là qui, en quelque sorte, fait la démonstration que la manière dont il gère son territoire, ça contribue à la biodiversité. Puis, D'accord. si je Maintenant, en faisant cette démonstration-là, ben, peut-être que ça peut euh, satisfaire des exigences de différents programmes de financement, etc., puis peut-être faciliter la réception de financement, mais ça vient pas avec ça vient pas avec un statut puis un acteur externe qui va venir s'assurer que la biodiversité soit maintenue à cet endroit-là. C'est le gestionnaire du territoire qui
qui est à la charge de cette gestion-là, en quelque sorte, puis qui veut faire reconnaître que cette gestion-là est efficace. Est-ce que je me trompe, Simon? Non, non, c'est tout à fait ça. Fait avec la reconnaissance AMC, il y a pas c'est pas une autre couche de protection qui est ajoutée. C'est vraiment une reconnaissance de ce qui est déjà en place. Par contre, Ou ce qui c'est peut dépendant. se bonifier en place par certains gestionnaires, là, je Ce qui peut se présume. bonifier en place, parce que les AMC, oui, il y a la reconnaissance de ce qui est déjà en place, mais il y a aussi le processus de création des AMC ou ce qu'on appelle le renforcement des AMC potentiels, c'est-à-dire, dans certains cas, comme je l'ai dit, il y en a qui ne peuvent pas faire d'air protégé parce que ça ne fit pas dans une des 32 catégories parce que chaque catégorie est assez stricte. Fait qu'avec les AMC, on connaît les critères. De plus en plus, on connaît c'est quoi les mécanismes qui peuvent être mis en place pour assurer la conservation. Fait qu'on établit un peu un cadre au Québec de quoi pourrait avoir l'air les AMC, de quoi pourrait avoir l'air la conservation en dehors des aires protégées. Et là, je parle bien de conservation efficace et à long terme. Fait que là, par la suite, les gens peuvent dire, bon, ben moi, je veux conserver cette terre-là, je veux m'assurer que ce soit efficace à long terme. Voici des exemples d'AMC. OK, parfait, je pourrais mettre en place un plan de gestion. Il y a le règlement de zonage de conservation qui est déjà applicable sur mon site. Parfait. OK, il me manquerait telle affaire. Bien là, ils peuvent mettre en place ce mécanisme-là qui manquerait. Hein? Fait que là, on parle de, comme je l'ai dit, renforcement d'AMCE et ultimement obtenir la reconnaissance qui contribue aux 30 Et avec ça, ils s'assurent que ça a été reconnu, ça a été validé que ces mesures-là sont efficaces, la valeur de biodiversité est importante, etc. Ça va, merci Simon. Ça va, Élodie, est-ce que Merci. Oui. ça éclaircit? Oui, ça a éclairci. Est-ce que vous avez mentionné qui s'occupe de reconnaître une AMCA? Est-ce que c'est le Ouais, j'y MLCC? arrive là. OK, J'y arrive, c'est OK, dans le excuse. processus de reconnaissance. Ça va, ouais, ça va être répondu dans Euh, une juste minute avant ou deux. de, juste avant de continuer, il y aurait deux questions qui seraient en lien un peu avec la discussion là, OK. qu'on vient d'avoir. Donc, il y a une première question dans le clavardage. Avez-vous des questions, voyons, je me déparle, je m'excuse. Avez-vous des exemples de sites qui seraient plus appropriés à considérer comme une AMCE plutôt que comme une aire protégée et inversement? Ah ouais, c'est une bonne question. Je pense Je, que je ça peux partager, appartient. Ouais, vas-y, Simon, ben, je vais partager dans le chat des fiches qu'on vient tout juste des de exemples. finir cette semaine, là, des fiches d'exemple qui pourraient vous aider dans tout ça. Mais sinon, je pense qu'il y a une diapo, c'est-tu après ça, Oui, ou qui tu les s'en as vient. passés déjà, ou fait que c'est ça, on en a des exemples, mais je pourrais en discuter par la suite là, dans la période de questions au pire. La Merci, question était Simon. d'essayer de savoir si c'est préférable que ce soit air protégé ou je pense que le gestionnaire du territoire devrait essayer d'envisager les alternatives avant se dire si c'est préférable de proposer ça en aire protégée ou en AMCE. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les AMCE, ben, il y a des statuts bien particuliers. Donc, dans certains cas, c'est juste pas compatible ce qu'on voudrait proposer comme territoire avec certains types de statuts. Fait qu'à ce moment-là, ça répond à la question très souvent quand on fait cette analyse-là, puis si on réalise que, oups, c'est pas compatible avec tel type d'air protégé, mais là, ça vaut la peine d'aller se tourner vers les AMCE pour voir si on pourrait répondre aux exigences plus souples et flexibles des AMCE. C'est ce que je pourrais offrir comme réponse, mais j'ai pas d'exemple précis là pour essayer de trancher une portion de territoire qui serait de préférable d'être en air protégé ou en AMCE. Puis merci Simon là, pour les fiches. Là. Je pense que ça va éclairer là, certaines questions. Puis j'aurais une dernière ici là, Oui. au niveau, bon, toujours de des exemples. Là. Est-ce qu'une fiducie d'utilité sociale et agroécologique, FUSA, pourrait être une AMCE? Peut-être que ça se dirigerait plus OK, vers là, Simon, là. c'est un peu précis comme question, Ouais. là. Oui, ben, J'aurais tendance à dire, est-ce que ça s'applique sur une zone géographiquement délimitée? Est-ce que cette fiducie-là, elle a en place des mesures de gestion qui permettent le maintien de la biodiversité? C'est ça que j'aurais envie de poser comme question, puis que le fiduciaire se pose ces questions-là pour voir s'il répond aux exigences d'une AMCE. Simon, peut-être une réponse plus claire parce que peut-être ce type de territoire-là a déjà été évalué, là, je sais pas. ben, ça, c'est super intéressant. On a eu une visite terrain en fin novembre, le 20 novembre, je pense, de la FUSA du 9e rang dans. On était-tu en Montérégie? Je me souviens plus. Anyway, on était au sud de Montréal, à Quaticook, en fait. Puis c'est ça, c'est un mécanisme qui est super intéressant. Je ne sais pas si parce on est encore dans les analyses préliminaires, on n'est pas tout à fait sûr, mais en ce moment, ce qu'ils envisagent, c'est il y a la FUSA,
qui serait pairé avec une amphithéose pour encadrer un peu plus clairement davantage là, les usages. Au début, il n'était pas sûr si l'amphithéose, finalement, ça allait être une servitude de conservation. Moi, mon argument, c'est qu'une FUSA plus une servitude de conservation, c'est un peu, entre guillemets, overkill pour reprendre un bon français. Parce que je pense que l'amphithéose serait suffisant pour bien encadrer tout ça. Puis là, ajoute à ça, bon, probablement des règlements municipaux. C'est pas je ne l'ai pas analysé, c'est ma collègue qui s'en est occupée, là, celle qui lidait plus ce cas-là. Fait qu'il y a un potentiel, définitivement. Mais on va avoir plus d'informations peut-être l'année prochaine seulement par rapport à ça. Mais tu sais, si vous avez des exemples, vous, de FUSA, si vous avez un site avec une FUSA et que vous voulez le mettre de l'avant, n'hésitez pas à le proposer parce qu'il y a définitivement un potentiel. Ah, merci beaucoup, Ouais, c'est Simon. ça. À la limite, le territoire peut être soumis en proposition puis passer au travers de la démarche pour voir s'il coche toutes les cases puis on va peut-être devenir un précédent, là, tracer la voie, je sais pas. Est-ce que je peux poursuivre sur Oui, le et processus de ouais, reconnaissance? ouais, ça OK, serait bon, donc je merci vous beaucoup. disais, si vous avez une portion de territoire que vous pensez que c'est une bonne idée pour une AMCE, ben, il faut en faire une évaluation préliminaire. Vous devez la faire vous-même pour voir si vous respectez les critères associés à la MCE et le cas échéant de remplir le formulaire de proposition de la MCE qui est sur le site de Nature Québec. Si votre idée d'AMCE, c'est sur une portion de territoire dont vous n'êtes pas le gestionnaire, ben là, c'est bien évident que vous devez vous tourner vers le gestionnaire en question pour aller plus loin. Ça, c'est pour ce qui est d'un territoire privé. Donc, à ce moment-là, vous devrez avoir obtenir le consentement là, de l'autorité responsable de ce territoire-là pour pouvoir avancer plus loin dans le dossier. Donc, idéalement, je pense que vous faites votre évaluation préliminaire, vous sautez au consentement, puis si vous l'avez, vous retournez au formulaire de proposition, puis là, vous le déposez. C'est peut-être ce que je suggérais comme démarche. Si votre idée d'AMCE se trouve en terre publique, ben à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un consentement. Vous déposez directement, puis ce sera le ministère de l'Environnement qui fera la tournée des différents ministères pour voir s'il y a des contraintes à cette proposition-là là, qui seraient de l'ordre ministériel. Ensuite de ça, bon, les deux formulaires proposition, mais aussi consentement sont disponibles là, sur le site de Nature Québec. Maintenant, par la suite, excusez, je vais un peu vite. Une fois que c'est déposé, ben, il y aura une évaluation complète de la proposition. Euh, Au besoin, il y aura des spécialistes qui seront sollicités pour avoir leur avis sur cette proposition-là. Au besoin, il y aura peut-être des suggestions qui sont faites pour renforcer la proposition de la MCA de manière à ce qu'elle réponde mieux aux critères. Et puis, une fois que cette démarche-là sera faite, ben là, on pourra passer, je dis on, mais exclut la personne qui parle, le dossier pourra être passé à l'étape suivante. Euh, ces étapes-là dont je viens de vous parler, c'est essentiellement Nature Québec qui a reçu la responsabilité de s'en charger. En fait, Nature Québec peut venir en accompagnement dès le début de la démarche d'un MC potentiel. Donc, s'il y a des questionnements sur les critères avant de remplir une évaluation préliminaire, je pense que Nature Québec peut y répondre, etc. Mais rendu à l'étape de l'évaluation complète, ben, c'est une responsabilité qui a été accordée à Nature Québec. C'est Nature Québec qui va faire l'analyse des propositions, émettre des recommandations au ministère de l'Environnement pour que sur la base de ces analyses et de ces recommandations-là, le ministère de l'Environnement puisse prendre une décision à savoir s'il reconnaît ou non la proposition d'un MCE. Le rôle du ministère, lui, ben, évidemment, il va faire une révision, une analyse finale de la proposition et à ce moment-là, il va prendre la décision si oui ou non il reconnaît le site à titre d'AMCE. Si c'est le cas, ben, le titre va se voir émis un certificat, l'AMCE va se voir émis un certificat de reconnaissance. Il va être inscrit au registre des aires protégées et AMCE. Là, s'il y a une nuance entre ces deux registres-là, ou si c'est le même registre, peut-être que sinon on pourra nous le dire. Et puis, ça va être recensé dans une base de données canadienne et dans des bases de données internationales pour faire savoir que, bon, cette portion de territoire-là est une AMC. C'est le même registre, nous dit Simon dans le chat. D'accord. Et c'est le même 30%. Donc, ça, c'est le processus de reconnaissance. Donc, vous voyez que Nature Québec est présent pour une bonne part de ces étapes-là. Ensuite, ça va au ministère de l'Environnement. Maintenant, les OBV
Nous, on n'a pas le mandat de vous accompagner dans ces démarches-là. Par contre, si vous avez des idées, des suggestions de la MCE qui peuvent de façon évidente contribuer à la conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés, milieux humides, milieux hydriques, si vous voyez que votre proposition de la MCE peut contribuer à l'atteinte des objectifs qui sont inscrits dans nos plans directeurs de l'eau, ben n'hésitez pas à ce moment-là à nous contacter, puis on verra, on aura peut-être la possibilité de vous accompagner un peu dans cette démarche-là, puisqu'on y verra une pertinence là, en lien avec les enjeux qu'on défend. Le processus peut durer plus ou moins longtemps. Ça va dépendre, d'abord, si Nature Québec est surchargé de dossiers. Ça pourrait faire en sorte que ça ralentit les analyses, ça c'est une chose. Mais en même temps, si le dossier est plus ou moins complexe, il peut y avoir des cas de figure qui sont plus simples, que tout est évident, puis que ça s'analyse de façon plus facile. Mais il peut y avoir des dossiers qui sont plus complexes à analyser, donc ils peuvent prendre plus de temps. Et évidemment, si votre dossier est plus ou moins bien étoffé, plus ou moins mûri, puis que ça vient affecter un petit peu la qualité du dossier, puis que ça nécessite d'y revenir, d'avoir des compléments d'information, tout ça, ben, ça peut faire en sorte que ça va étirer le processus là, d'évaluation. Fait que ça peut aller de un mois à un an X, je sais pas. Fait que ça peut être vraiment variable selon les cas de figure. Deux petites choses en terminant. Si vous travaillez avec des Premières Nations dans l'idée d'une AMCE, vous êtes invité à vous tourner vers l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec-Labrador, qui est un organisme qui a été mis en place par l'Assemblée des Premières Nations et qui va pouvoir collaborer avec vous dans ce dossier-là, d'une part. D'autre part, si vous aviez en tête des portions de territoire qui pourraient être soumises en AMCE, mais qui sont déjà reconnus, on parle essentiellement en milieu privé, là, mais qui sont déjà reconnus dans le répertoire du réseau des milieux naturels protégés, le RMN, ben, c'est pas nécessaire de les soumettre puisque tout ce qui sera dans ce répertoire-là sera automatiquement soumis au processus d'AMCE ou dans certains cas est déjà été soumis dans le processus d'air protégé et dans certains cas, ce sont déjà des aires protégées. Donc, si les territoires que vous avez en tête sont déjà dans ce répertoire-là, ben, c'est pas la peine de vous taper toute la démarche, là. Normalement, ça devrait se faire automatiquement. Deux dernières choses, peut-être, si vous aviez envie de vous plonger davantage dans les origines des AMCE, puis mieux comprendre un petit peu la place que ça a d'un point de vue international, puis pourquoi est-ce que le Québec a récupéré ça, ben, vous pouvez vous tourner vers la documentation de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a des documents qui sont très explicites sur la question des AMCE là-dedans, même si dans certains cas, ils sont pas traduits en français, mais c'est dommage. Judith, je pense, va mettre des liens dans le chat pour ces documents-là aussi. Puis sinon, ben, sur le site de Nature Québec, vous avez aussi accès à des outils de la documentation pour en apprendre plus sur les AMCE. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site de Nature Québec. Et au besoin, écrivez-leur. Il y a une adresse courriel. Simon, j'ai enlevé ton numéro de téléphone parce que je ne voulais pas t'inonder d'appels téléphoniques. Mais je pense que c'est Simon Lallier qui est pas mal la personne ressource au sein de, ben, peut-être pas tout seul, mais au sein de Nature Québec. Donc, n'hésitez pas à écrire à Nature Québec aussi si vous avez besoin d'un coup de main. Et voilà, donc ça fait le tour de la présentation qu'on avait à vous faire sur les AMCE. Merci encore une fois à Nature Québec de nous l'avoir gracieusement partagé. Et puis, ça nous permettrait de rentrer dans la période de questions qu'on a quand même abordées au fur et à mesure, mais peut-être qu'il y a encore des questions là, qui sont en suspens, puis c'est le moment de les poser. Ben, merci beaucoup, Yves, là, pour Merci. cette présentation-là. C'était très bien. Donc, je ne sais pas si tu reçois plein de félicitations. Ça, c'est toujours agréable. Tant mieux, merci, je les prends. Je ne sais pas s'il y en a des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes gêné de parler, de l'écrire dans le
clavardage. Sinon, levez la main et puis vous pourrez vous adresser de vive voix. Peut-être qu'on a répondu évidemment aux questions au fur et à mesure, là. Fait que peut-être que ça n'a pas suscité d'autres d'autres questions. De toute façon, si les questions vous viennent a posteriori, vous pouvez toujours les poser, soit à Nature Québec, soit à nous, puis qu'on puisse les acheminer aux besoins de Nature Québec. Oui, N'hésitez pas, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Quand oui, on parle on de a. gestionnaire, Ouais, oui, vas-y. vas-y, Non, Julie. non, non, vas-y. Tu l'as très bien lu. Ben, on voit une question de Mélissa Audet, là. Quand on parle de gestionnaire, ça peut être qui, ça peut être quoi. J'ai pas la liste complète d'exemples, mais ça peut être des municipalités, je pense que ça peut être des propriétaires privés, ça peut être des entreprises, ça peut être des groupes communautaires. Je sais pas si mes exemples sont tous bons, Simon, et si tu en as d'autres à fournir. Euh, Communauté autochtone, entreprise, municipalité, individus, propriétaires, entreprises, organismes, groupes citoyens. Ça veut vraiment être n'importe qui, puis n'importe qui peut déposer un projet aussi, tant que les consentements sont obtenus par les autorités responsables qui, eux, sont les entités qui sont responsables de la prise de décision puis la gestion du site. mais évidemment, tu sais, ça prend euh, un gestionnaire, que ce soit un propriétaire privé ou quoi que ce soit, mais ça prend quelqu'un qui est en pouvoir de gestion sur une portion de territoire qui est délimitée. Et si vous proposez quelque chose dont vous n'êtes pas le gestionnaire, ben, comme le dit Simon, vous devez avoir le consentement du gestionnaire associé à cette portion de territoire-là. Oui, il y a quelqu'un qui avait. Est-ce que ça répondait à la question, Mélissa? Oui. Oui, je pense que oui, elle l'a inscrit dans le clavardage. Oui, puis merci. Bon, il y a quelqu'un qui dit merci pour la présentation, très instructive. Pourrions-nous recevoir cette présentation? Yves, on avait prévu évidemment l'enregistrement Oui, et on on l'a peut. en enregistrement. Il y a un enregistrement de Simon aussi, si vous le préférez comme présentateur, il n'y a pas de problème. Puis, fait que je pense que ça va être sous forme YouTube, là, que ça va être accessible. Mais on ne fera pas nécessairement circuler le PowerPoint comme tel, là, parce que je pense que ça prend le message et le messager ensemble. Mais n'hésitez pas là, si vous voulez avoir les liens des vidéos, là, puis que vous avez de la misère à vous retrouver, on Ouais. va vous envoyer ça par courriel, là. Vous pouvez nous écrire là, sans problème. Ouais, puis éventuellement, on va essayer de mettre notre vidéo de cet après-midi, on va essayer de la mettre sur nos sites Internet, là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu une main levée tantôt, mais elle a été baissée, fait que j'imagine que ça avait répondu à votre question. Oui, exactement. C'est parce que quand on parlait des terrains privés, là, Oui. euh, parce que moi, il y a quelque chose qui me vient en tête, là. Je suis de la municipalité de Saint-Maxime de Montlouis. Puis il y a un endroit où il y a un cèdre de 675 Ouais. ans. Puis je me demandais si ça pouvait rentrer là-dedans. Euh, Parce que c'est assez particulier, là. On parle d'un arbre, là, mais il y en a beaucoup là, dans ce petit territoire-là. La superficie, est-ce que ça compte ou ça peut être n'importe quelle superficie? Ça peut être n'importe quelle superficie, mais éventuellement, ça va venir jouer dans l'analyse par la suite, parce que si la superficie est trop petite puis qu'au final, elle conserve trop peu de choses, ben peut-être que le ministère de l'Environnement va se dire c'est pas suffisant là, pour pouvoir apporter une contribution aux 30% de protection du territoire québécois, là. Euh, Peut-être qu'un arbre rare peut rentrer dans les valeurs de biodiversité. Idéalement, la proposition euh, toucherait peut-être à d'autres valeurs de biodiversité importantes aussi pour en faire une proposition encore plus substantielle. Maintenant, il faut s'assurer que cet arbre-là, si c'est, mettons, l'étincelle de la réflexion, là, il faut s'assurer qu'il se situe sur un territoire pour lequel on peut avoir une gestion, puis qu'on peut délimiter ce territoire-là, puis qu'il peut y avoir un gestionnaire qui y soit associé, puis que ce gestionnaire-là s'engage à mettre en place tout ce qu'il faut pour maintenir l'arbre, mais pas juste maintenir l'arbre, maintenir la biodiversité autour. C'est une volonté de conservation
Comme je l'ai dit précédemment, là, c'est pas pour une espèce spécifique. Il faut que ça soit pour la biodiversité de façon un petit peu plus globale là, sur l'endroit. Évidemment, si ça permet de protéger une espèce qui est endémique, c'est bon, mais il faudrait que les mesures permettent euh, il faudrait que les mesures permettent de protéger aussi la biodiversité, le reste de la biodiversité qui est peut-être moins unique sur le territoire ciblé. Là. OK. Merci beaucoup. Je dis pas trop de bêtises, Simon. Ça va? Non, non, tout est beau. Ouais. Merci. Bon, mais je me demande si ça serait pas la fin. J'imagine que les questions ont été répondues. Il n'y a plus trop d'actions dans le chat, donc j'aimerais ça prendre le temps, par contre, de vous remercier à tout le monde. Simon, ça a été très agréable d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour la belle présentation. Et l'ensemble des participants, évidemment, de nous avoir accordé du temps, là, c'est toujours très apprécié. On sait que vos horaires sont très chargés, surtout à l'approche des fêtes, là. Je ne sais pas si c'est le dernier blitz avant les congés. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui.